Bonjour, bon après-midi, bienvenue à l'émission 10 000. C'est le chiffre du jour et un chiffre qui frappe. Il y a 10 000 sans-abri au Québec, selon un nouveau rapport. En 5 ans, le nombre d'itinérants a presque doublé au Québec. Et c'est sûrement plus que 10 000 parce que ce recensement date d'il y a un an. Personne qui s'y connaît ne dit que la situation s'est améliorée depuis un an, donc on est probablement au-delà de 10 000. Et derrière ce chiffre se cachent d'énormes problèmes de santé mentale, de santé physique, de logement, de consommation de drogue. Bref, c'est complexe. Une tempête parfaite, selon le premier ministre Legault. Son gouvernement a annoncé ce matin une somme de 20 millions de dollars pour trouver des places d'hébergement. 20 millions, c'est vite dit, parce qu'en termes d'argent neuf, on parle plutôt de 15 millions et demi. Ils en ont vu des tempêtes, parfaites et imparfaites, et sont passés à travers. Michel Courchaine, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Jean-François se joindra à nous dans un instant. Bon début d'après-midi à vous trois. Bonjour. Salut. Alors, regardons les chiffres, parce que ce qu'il y a d'intéressant, évidemment, et de troublant un peu, c'est qu'on est en forte augmentation du nombre d'itinérants au Québec. 10 000 en 2022, une augmentation de 44 par rapport à 2018. Puis oui, ça touche Montréal. Mais regardez, c'est pas la majorité des itinérants qui sont à Montréal. Il y en a quand même 4 700 ou tout près, une augmentation de 33 mais ils se retrouvent aussi ailleurs. Capitale-Nationale, augmentation de 36 Montérégie, la rive sud de Montréal, augmentation de 98 Outaouais, Françoise, c'est chez vous, augmentation de 268 du nombre d'itinérants. Réaction ce matin, parce que le gouvernement est en mode réaction là-dessus, de François Legault et de son ministre Lionel Carman. C'est pas acceptable, là, dans une société quand même riche, moderne, de voir des gens là, qui n'ont pas de logement, qui ont des problèmes graves. C'est comme un peu une tempête parfaite. C'est un phénomène nouveau qui a explosé, on l'a vu dans le rapport, avec la COVID. Tout ce qui était itinérance cachée est beaucoup plus visible maintenant. Oui, on prend une part de responsabilité parce qu'il faut aller plus vite, mais il faut aussi qu'on travaille tous ensemble, non seulement entre ministres, mais également avec les municipalités. Bon, on ne veut pas tiquer sur les mots, là, mais M. Carman dit que c'est un phénomène nouveau. Peut-être que ça a explosé au cours des dernières années à cause de la pandémie, mais c'est pas un phénomène nouveau, ça fait des années qu'on en parle. OK, Françoise, est-ce que le gouvernement prend la bonne décision ce matin? En fait, il signe un chèque, 15 millions et demi de nouvel argent, 20 millions au total pour trouver des places d'hébergement. Est-ce que c'est la bonne décision selon vous? Bien, je suis certaine que les groupes communautaires dans toutes les régions du Québec, y compris Montréal, vont se réjouir là, de voir de l'argent. Il n'y a personne qui va décrier l'apport de nouvel argent. En même temps, c'est pas assez. En même temps, François, excusez-moi, mais en même temps, ça en prendrait 40 millions, ça a l'air, à Montréal, juste pour maintenir les services. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Il n'y a personne qui va chialer contre ça. Mais ça, là, c'est comme une goutte dans l'océan. Le problème de l'itinérance, les amis, je veux bien, je regarde les chiffres de l'Outaouais, là, puis j'en reviens pas. Un bond de 268 c'est énorme, c'est astronomique. Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Fait, quand vous parliez de phénomènes nouveaux, selon le ministre Carman, peut-être certains aspects de la problématique de l'itinérance a changé un petit peu dans son portrait. Mais c'était peut-être 200 l'année passée, c'était peut-être 150 il y a 2 ans, 3 ans. C'est pas un bond tout d'un coup, là, comme ça. Je vous contais, lorsqu'on préparait l'émission, que dès 2000, je pense qu'en 2002, j'ai participé à ma première nuit des sans-abri. Et on est rendu, je pense, à la 20e ou 21e édition cette année en Outaouais. Ça dit beaucoup, ça. Ça veut dire que le problème de l'itinérance, tout ce que j'entends aujourd'hui, les émissions spéciales, les cris du cœur des intervenants communautaires qui tiennent la problématique de l'itinérance à bout de bras, à bout de souffle, parce qu'il manque de ressources, puis ça prend des ressources à différents niveaux. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Et pour eux, je suis convaincue qu'ils sont heureux de voir que ça fait la première page, puis qu'on en parle. Mais on va en parler dans combien de temps encore? L'hiver s'en vient, etc. Alors, mais juste parenthèse, Françoise, ici, à Québec, il y a un organisme qui s'appelle l'Aube-Rivière. Ils ont un 4e étage qui est rempli de lits, de chambres, mais il n'y a personne qui dort dans les lits.
parce qu'ils n'ont juste pas de personnel pour s'occuper des gens qui viendraient dormir dans les lits. Donc, on a beau avoir de l'argent, si on n'a pas les ressources pour s'occuper, encadrer, on n'est pas plus avancé. C'est pour ça que je dis que c'est un problème extrêmement complexe. Ici, en Outaouais, j'entendais notre mairesse faire son cri du cœur la semaine passée d'un dossier dont elle a entendu parler d'une jeune de 18 ans qui aurait accouché dans un boisé. Des histoires d'horreur, on en a à la pelletée. Mais même la ville, ma ville de Gatineau, a de la misère à prendre des décisions dans ces dossiers-là. On a des centres pour sans-abri. On a le Gétami. On a maintenant le centre Robert Gartin, qui était l'ancienne aréna, vétus, dégueulasse, que les Olympiques de Gatineau, extrêmement bonne équipe de hockey junior majeur, ne pouvaient même plus continuer à patiner dedans. Et là, on a transformé ça en halle de chaleur. La ville elle-même a de la misère à s'entendre sur où est-ce qu'on peut aller installer des choses. La population a de la misère à se décider. Ils veulent bien aider, mais en autant que c'est pas près de ma maison, de mon logement. Alors, il y a beaucoup de choses à trouver. Le sommet est tout à fait pertinent, mais en autant qu'il y ait des solutions qui ressortent de tout ça. Quand vous parlez du sommet, c'est demain, un sommet sur l'itinérance. Lionel Carman va y participer. Ça prend une certaine dose de courage pour affronter les maires qui sont en demande là-dessus, mais c'est qu'ils sont pris, eux, avec le problème. C'est leurs policiers qui interviennent. C'est dans leur rue à eux que les commerçants se plaignent, que les citoyens vivent un sentiment d'insécurité face à l'itinérance. C'est normal de vivre ce sentiment d'insécurité, mais encore faut-il essayer de trouver les moyens pour sortir ces gens de la rue. Michel, vous voyez ça comment? Je pense que ce matin, nous avons tous eu un électrochoc quand on a vu les chiffres. Je crois que ça frappe très fort. Il n'y a pas un citoyen qui va être à l'aise avec une telle situation. Et ça démontre l'urgence de cette situation, justement. Et je pense aussi qu'il faut que les discours changent. Il y a tellement de gens qui sont impliqués dans ces dossiers-là qu'il faut arrêter de s'accuser mutuellement. Et il faut regarder la situation dans une vue d'ensemble et s'assurer que tout le monde travaille ensemble. Je salue l'UMQ qui décide d'avoir un comité avec le maire Marchand, qui n'est pas le moindre, il n'a pas la langue dans sa poche. Je l'ai écouté attentivement ce matin. Il est quand même positif dans son regard face à l'itinérance. Et il faut que demain, tout le monde soit en mode solution plutôt qu'en mode accusation. Les rapports sont clairs, il y a de l'expertise, il y a de la recherche, mais ce que le ministre a dit, puis je ne veux pas lancer non plus la faute sur le ministre Carman, c'est un homme réfléchi, c'est un homme sérieux, c'est un homme de cœur, il n'a pas la tâche facile, c'est évident, mais on sent qu'il est préoccupé, puis on sent sa bonne volonté. Il a dit quelque chose de très important. Non, 20 millions, c'est pas assez, Sébastien. Bon. Non, c'est pas assez. Mais donc, il est présent ce matin, M. Carman, oui, mais il arrive avec un chèque de 20 millions. Oui, mais on verra. C'est un début. Mais il a dit aussi qu'ils en ont mis de l'argent l'an dernier. Là. C'est pas le premier 20 millions. Il y a un budget qui est plus considérable. Mais encore là, et M. Carman ne peut pas dire aux villes, baissez le ton. Vous comprenez? Il faut que demain, là, tout le monde travaille vraiment main dans la main. Et on peut se poser la question, avec quoi veut-on qu'il se ressorte? Qu'est-ce qui va faire que demain, la journée va être une journée productive? Qu'est-ce qu'on veut qu'il ressorte de ça? Et donc, je termine en disant... il a aussi, M. Carman, identifié une problématique et M. Marchand a fait la même chose sur le manque de coordination entre tous les intervenants. Et M. Carman dit, je vais doter toutes les régions d'un coordonnateur régional. Et ça peut aider. Je ne dis pas que c'est la solution. On parlera du logement tout à l'heure dans un autre bloc. Mais c'est de faire en sorte qu'on sent que tout le monde s'en va dans cette même direction, comme dit Françoise, pour soutenir les municipalités, les aider à prendre les bonnes décisions au bon moment et accélérer un peu la capacité de répondre véritablement aux enjeux. Oui, le logement, mais il y a la toxicomanie, il y a la santé mentale, il y a d'autres éléments dont on doit tenir compte.
Exact. Puis c'est complexe. C'est pas, ça Très, se règle pas avec très. une baguette magique. Puis, mais vous avez raison. Puis ce qui se passe aussi, c'est que ça interpelle plusieurs ministres à l'intérieur du gouvernement. La Exact. santé, le logement, les services sociaux, entre autres. Je cherchais le chiffre, là, puis je vais y aller de mémoire, mais je pense que le plan Carman, c'est 280 millions de ça. dollars qui ont été débloqués il y a Oui. 4 ans pour faire face à cette crise. Politiquement, Dimitri, là, le gouvernement agit, il met de l'argent, mais politiquement, on a l'impression que parfois, à défaut de meilleurs mots, le gouvernement est un peu insensible aux problèmes sociaux. Ça lui a pris du temps à reconnaître la crise du logement, puis on va en parler dans quelques minutes de la crise du logement. Mais là, sur l'itinérance, ça a pris les maires qui tapaient du pied pour que, bon, on réagisse un peu. Ils n'ont pas beaucoup aimé ça au gouvernement. Est-ce que politiquement, il y a un danger? Est-ce qu'il est vulnérable sur cette question précise de l'itinérance? Je dirais que la somme des enjeux auxquels tous les gouvernements sont présentement confrontés, puis le problème de l'itinérance est à la hausse à travers le pays. Donc, la somme des enjeux, que ce soit le coût de la vie, la crise du logement, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, les gens vont se dire, est-ce que tout est brisé partout? Et vous savez, hier, ou je pense ce matin, j'écoutais l'émission de Patrick Masbourian à la radio. Et hier, la SCHL a sorti un rapport qui disait que d'ici 2030, il va falloir construire 3,5 millions de plus. On a les chiffres. Juste pour... Allons-y. OK. Besoin en matière de logement d'ici 2030. Au Canada, 3 500 000. On arrondit le chiffre. Mais on a quand même réussi à baisser ce chiffre-là pour l'atteindre de 70 000 logements en 2022. Regardez l'Ontario, Wow. 1 500 000 logements nécessaires. Mais on travaille fort en Ontario. On a baissé l'écart de 370 000 en cours de l'année 2022. Et au Québec, l'objectif, c'est 860 000. Mais on perd du terrain, c'est-à-dire qu'il y a des logements nécessaires qui s'ajoutent au fil des ans. On n'est pas capable de réduire le nombre de logements dont on a besoin parce qu'on n'en construit pas assez. OK, je vous laisse continuer, Dimitri. Oui, et on estime que dans le cas du Québec et de l'Alberta, ces chiffres vont augmenter à cause de la croissance économique de ces deux provinces. Donc, si on revient à l'enjeu de l'itinérance, puis vous l'avez toutes dit, oui, santé mentale, oui, l'addiction et la consommation aux drogues dures, mais c'est aussi une question du coût de la vie. Une des questions qu'on doit se poser, malgré le fait que nous sommes en train de passer à travers une période où il y a une pénurie de main-d'œuvre, est-ce que les gens gagnent assez d'argent afin de, au minimum, pouvoir payer leur loyer? Ça ne rentre pas dans ma tête que ça coûte plus cher aux contribuables, puis ça, c'est un autre rapport qui est sorti. Je suis incapable de comprendre que les contribuables, ça nous coûte plus cher à appuyer quelqu'un qui est itinérant et ça nous coûte moins cher pour pouvoir le loger, Oui. qui a un toit par-dessus sa tête. Ben, Puis ça... là... Allez-y. Non, allez-y, Sébastien. Okay. Puis on va parler. Il y a un investissement économique à faire, en effet, à donner un toit aux itinérants. Puis on va parler dans le logement dans le prochain bloc. Bonjour Jean-François, content de vous savoir parmi nous, avec un peu de retard, mais on est content que vous soyez là sur l'itinérance. Donc, J'étais à la poste. Pardon, oui. Ce matin, J'étais le à la gouvernement... poste parce que j'ai beaucoup de livres à poster et puis c'était plus long que prévu. OK, Arrêtez d'en acheter. C'est vous qui les postez vous-même? Vous collez le thème puis tout ça? Oui, oui. Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle La Boîte Alizée et je fais à la fois l'écriture, l'édition et la distribution. Très bien. Vous êtes productif. OK. Donc, sur l'itinérance, le gouvernement allonge 20 millions de dollars. En fait, c'est 15 millions et demi ce matin. Est-ce que c'est la bonne décision, vous trouvez, dans le contexte actuel? Jean-François. Bon, bien, c'est 20 millions pour colmater les brèches qui vont apparaître cet hiver pour qu'un peu plus de 1000 itinérants qui n'ont pas de refuge, selon les prévisions, en aient. Alors, tu sais, on est dans le curatif à court terme, c'est très bien, mais comme M. Carman le dit lui-même, on n'est pas en train de travailler sur les causes du problème. Alors, les causes du problème, vous les avez établies tout à l'heure. Et ces causes-là, je regardais le rapport de l'Union des municipalités qui fait plusieurs scénarios sur le nombre d'itinérants qu'on va garder selon qu'on reste sur le statu quo, ça va augmenter.
Et là, il y a 3 autres scénarios, dont le scénario optimal, qui est un investissement de 600 millions la première année, puis qui baisserait à 500 puis à 400 millions. Et ce que ça ferait au cours de, je pense, ces 10 ans, ça nous ramènerait à la situation de l'itinérance de 2018, c'est-à-dire qu'on passerait de 10 000 à 5 000. On ne serait pas à zéro, là. Avec 600 millions par année, on ne serait pas à zéro. Bon, alors écoutez, moi je pense que quand on regarde ce qui se passe sur le reste du continent et qu'on voit ce qui se passe en Colombie-Britannique et à San Francisco, on dit l'inaction, c'est San Francisco. Parce qu'à San Francisco, il y a tellement d'itinérants que le centre-ville est en train de fermer parce que les commerçants, ben d'abord, les gens ne veulent plus aller acheter dans le centre-ville, il y a beaucoup d'itinérants, les commerçants ferment, s'en vont en banlieue, et c'est une crise, le tissu urbain est en train de se défaire. Alors, si on ne veut pas se rendre là, alors qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais qu'on est en croissance forte, 44 % depuis 2018, ça veut dire qu'il faut faire des investissements maintenant pour tenter d'abord renverser la tendance et viser le zéro. Alors, on a eu ce débat sur le zéro. Bruno Marchand, lui, dit qu'il faut viser le zéro. En Finlande, ils en avaient, je ne sais pas, 7 000. Maintenant, ils en ont 1 000. Ils ont fait ça en quelques années. Donc, c'est possible. C'est possible si on met les ressources. Et comme le dit Dimitri, c'est quand même extraordinaire de voir que ça coûte moins cher de leur donner un toit accompagné. C'est pas juste un toit. Ces gens-là, il y a des toxicomanes, il y a des gens qui ont, comme disent les techniciens, des multipoqués de la vie. Donc, on ne peut pas juste dire, ben tiens, toi, je te donne un appartement, puis ça va aller. Non, c'est appartement, accompagnement. Ça coûte cher au départ, mais ça va, c'est rentable humainement d'abord et économiquement. On a un tableau. Je vais juste vous le montrer, le tableau, parce que ces chiffres-là sont intéressants. Une personne sans logis coûte à l'État 72 521 $. Quand on lui offre un hébergement temporaire, ce coût unitaire baisse à 69 717 $. Et quand on lui donne un toit permanent, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide à se réinsérer dans la société, ça coûte 65 193 $. Donc, il y a un investissement qui tombe sous le sens. Là. Pas besoin d'être comptable ou d'avoir un bac en administration pour comprendre que c'est rentable, entre guillemets. Quand on parle d'humain, c'est toujours compliqué de dire rentable, mais c'est rentable d'investir dans les toits et l'hébergement. Dimitri. Oui, et quand on va jusqu'au bout du rouleau, parce que ça prend aussi la volonté, parce que certains itinérants, pour plusieurs raisons, pour leurs raisons, veulent être des itinérants, c'est-à-dire ils refusent même d'aller dans des maisons. Ça arrive, puis c'est des expériences que des professionnels m'ont rencontrées. Mais la vaste majorité, si on est capable de les accompagner jusqu'au bout du rouleau, à un moment donné, ils ont un emploi, ils ont leur maison, puis c'est eux qui maintenant commencent à contribuer. Vous savez, Sébastien, je vais conclure en disant ceci. Je parle souvent du rôle limité et non interventionniste de l'État, c'est-à-dire l'État et le gouvernement ne peuvent pas être partout. S'il y a un sujet, un enjeu où l'intervention du gouvernement devrait être plus que quoi qu'autre d'autre, c'est pour ceux qui en ont vraiment besoin. Intéressant. Vous m'ouvrez la porte pour poser une question à Michel. Puis là, OK, peut-être que j'étire un peu trop l'élastique, mais est-ce que le gouvernement peut être vulnérable dans la mesure où on a l'impression que c'est bar ouvert pour les entreprises qui viennent s'installer ici, on allonge de l'argent, on signe des chèques. Puis là, quand il est question de prendre soin de notre monde, entre guillemets, là, on y va à petits coups de petits chèques de 20 millions. Vous avez pas tort, mais c'est 280 millions quand même, il faut se le dire. Mais vous n'avez pas tort que le 20 millions, il ne sera pas suffisant. Puis demain, ça va ressortir très clairement. C'est évident aussi que ce gouvernement-là a tardé beaucoup sur les questions sociales. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Par contre, je pense qu'il faut aussi laisser, la chance aux coureurs dans le sens où de toute façon, la pression populaire va être là. Moi, je vous le dis, là, ce matin,
Je suis convaincue que pour tous ceux qui ont lu le journal, ce fut un électrochoc. Même si on voit ça dans nos rues, il reste que ça a frappé davantage et que ça va faire vraiment pression. Maintenant, il faut faire attention de toujours antagoniser l'économique avec le social. Je veux dire, dans un gouvernement, il faut aussi être capable de faire les deux. Moi, je dirais plutôt que, et c'est la fâcheuse habitude, je l'ai dit hier, je vais le répéter, de ce gouvernement, à chaque fois qu'on parle d'enjeux sociaux, la première réponse, en fait, deux réponses. Première, oui, mais on met tellement de milliards. Oui, mais on met tellement d'argent. Puis arrête là. Puis la deuxième réponse, bien, c'est la faute des municipalités. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai dit, il faut arrêter d'être dans cette dynamique-là. Il faut, au contraire, s'assurer que le gouvernement fait en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et c'est ça que j'entends du ministre Carman. J'entends pas autre chose. Mais demain, il va falloir que tout le monde démontre qu'ils veulent travailler ensemble et qu'ils vont rapidement, avec des échéanciers, se fixer des objectifs réalistes. Réalistes, parce que l'itinérance zéro, Bruno Marchand dit, c'est en 2038. Là. C'est pas demain matin. Là. Il faut donc que tout le monde soit sur la même page. En conclusion, Jean-François et Françoise, rapidement. Jean-François. Alors, sur la façon dont fonctionne la CAQ, faut savoir que ces questions sociales-là ne sont pas dans l'univers mental de base de la CAQ. L'univers mental de François Legault, c'est créer de la richesse, la pauvreté va baisser, le chômage va baisser. Puis il a raison, parce que le chômage a baissé et la pauvreté a baissé, le taux de pauvreté a baissé. Alors, comment ça se fait que le taux d'itinérance, qui est la pauvreté extrême, augmente? Hein? C'est un petit peu... Bon. Et à chaque fois qu'il a été confronté à une question sociale qui était hors de sa zone de confort intellectuel, il a réagi correctement. C'est-à-dire, la tragédie de Granby sur les enfants a fait en sorte qu'il a fait la commission de Laurent. Et donc, les budgets sont arrivés pour... on n'a pas encore tous les résultats, mais on va dans le bon sens. Sur la violence conjugale, il était un petit peu en retard et il a débloqué des fonds importants sur la violence conjugale. Et donc là, sur l'itinérance, puis sur le logement, qui n'était vraiment pas sa tasse de thé, là, il est confronté à une réalité et donc il est enclin à agir bien davantage que ce à quoi il était préparé. Donc, ce n'est pas ancré en lui d'être un premier ministre social, mais il a un fond humaniste qui fait qu'il ne peut pas être insensible à la misère lorsqu'elle se présente à sa porte. Françoise. Bien, ce qui démontre que c'est un peu à l'exemple de nous tous, hein, de la très vaste majorité des Québécois, des Québécoises. Parce que vous disiez, Sébastien, l'onde de choc, tout le monde va l'avoir ressenti. On va voir des cas multiples dans toutes sortes de reportages, des cas qui nous font pleurer jusqu'à un certain point pour certains. Ça va durer combien de temps, par exemple? Parce qu'il y avait un tableau qu'on a reçu de nos magnifiques recherchistes qui démontrait quelque chose, moi, qui m'a renversé encore plus que le nombre brut d'itinérants. Ça fait combien de temps que les gens sont itinérants? Hey, 31%, les amis, sont itinérants depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Fait que quand je vous dis, là, j'espère que cette onde de choc, elle ne passe pas à autre chose. On a eu une onde de choc avec la pandémie, puis ce qui se passait dans les CHSLD. Il n'y a plus beaucoup de gens, moi, qui me parlent des CHSLD, malheureusement. Alors, j'espère que l'itinérance, c'est pas juste un phénomène de maintenant. Je sais que pour les groupes communautaires, que je salue leur travail à tous, là, à travers toute notre belle province, j'espère que les autres vont aussi continuer à se préoccuper de la question. En tout cas, c'est sur le radar politique, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.